Monsieur Salas, permettez-nous de vous présenter. Je me présente, donc je suis Sébastien Salas, je travaille dans le cadre du programme Captronic que l'on a vu tout à l'heure dans une association qui s'appelle Jessica France, et mon métier c'est d'accompagner l'innovation dans les entreprises. Accompagner l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les entreprises à faire les bons choix, travailler sur le cahier des charges, les aider à rencontrer les bureaux d'études compétents en électronique, en mécanique, sur les normes, et faire les mises en relation, que les projets soient sur les rails et réussissent. Nous faisons également de la formation. Parce que comme on vient de le voir, il y a des technologies très différentes et variées. Et quand on est dans une entreprise, l'IA, on en a parlé toute l'année, ça fait 2-3 ans que l'IA est accessible dans l'industrie, mais personne dans l'industrie ne sait manipuler et utiliser l'IA aussi bien que les chercheurs et les gens qui ont développé. Donc, il faut former les gens. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner l'innovation par deux sujets, l'accompagnement technique et la formation. C'est un support formidable pour les petites entreprises qui partent d'une idée et qui ne savent pas trop comment la faire avancer, quoi. Hein? Exactement. Donc, voilà pour mon activité. Ben, écoutez, ça fait 30 ans que j'y suis et on continue à œuvrer. Excusez-moi, une petite question. Est-ce que c'est, je me rappelle, il existait l'ANVAR qui était un petit peu dans cette dynamique. Cette association qui s'appelle Jessica France a pour membre fondateur le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, tout le monde connaît le LETI à Grenoble pour la microélectronique, et le deuxième membre fondateur, c'est BPI France, le nom d'aujourd'hui de l'ANVAR. D'accord, merci. Ouais, ça remonte la banque des PME pour l'innovation, c'est BPI France, ils sont dans notre conseil d'administration, et en effet, on travaille avec eux parce que quand on identifie une innovation, il faut aller financer toute cette R&D et toute cette mise sur le marché. Donc mon slide, c'est vrai qu'il est écrit, il est un peu petit, là on le voit pas bien, mais vous avez à gauche la notion de capteur mesure physique. Le capteur, il est en bleu. Ici on voit l'objet et l'intelligence embarquée, puisque le capteur il est jamais seul, il a toujours un petit logiciel qui vient l'aider pour une application donnée. Sur la gauche, il y a la mesure de capteur physique, l'élément dont a parlé Gaël. Au-dessus, il y a la notion de connectivité. Ici, on va retrouver la 4G, la 5G, le BLE, LoRaWAN, dont on a parlé, Sigfox, toutes les technologies de connectivité. Puisque l'objet, le but, c'est qu'il envoie ces données à distance, qu'on évite de se déplacer pour aller regarder des résultats. En dessous, on va trouver l'énergie. Donc, en fait, je dis la même chose que Gaël avec d'autres mots et d'autres images. Ce sont les points clés de tout projet de capteur, la connectivité et l'énergie. Et derrière ces fameuses données que l'on a récupérées, ces valeurs de paramètres, il faut en faire quelque chose. Donc, soit c'est des actionneurs, soit c'est une IHM avec un affichage d'informations, soit des actionneurs avec ouverture de vanne, fermeture de vanne. Donc, il y a toujours un capteur au barycentre de... Quand on dit le mot capteur, je suis d'accord, on peut confondre composant, puce physique, qui vient mesurer une valeur physique, et le système complet qui s'appelle le système embarqué, ou qu'on appelle aussi capteur, par abus de langage, puisque on peut appeler ça capteur physique, la puce, mais la puce elle n'est jamais seule, elle a un microcontrôleur, il y a de la mémoire autour, il y a la connectivité, et donc c'est pour ça que l'ensemble du produit s'appelle le capteur, mais il est au barycentre de ces trois sujets, l'énergie, la connectivité et la mesure d'une information que l'on va envoyer, soit des données brutes, mais en général c'est très coûteux en énergie d'envoyer des données brutes. On traite sur place la donnée pour en faire une information et on envoie l'information à distance. Voilà comment ça fonctionne. C'est le slide qui est là, qui redit ça, exactement la même chose. Donc on va se retrouver avec ce fameux capteur, de la radiofréquence pour envoyer les données à travers les serveurs qui sont distants. Et cette information, c'est des données
On parle beaucoup de data dans le monde de l'IA. Il faut traiter les data, mais les data, il faut aller les chercher quelque part. Et donc, on les envoie et on récupère sur un ordinateur une information. C'est ça qu'il faut retenir. Le capteur, il a pour mission d'envoyer une information à distance. Quand on parle de composants, je ne connais pas par cœur mes slides, c'est le capteur qui est donc le composant. On passe au système embarqué. En effet, une voiture, une machine à laver ou un smartphone, c'est truffé de capteurs. On a dit tout à l'heure, le téléphone, c'est une trentaine, ça dépend des modèles. On peut aller jusqu'à 50 capteurs. On mesure les pas, on mesure l'empreinte digitale, on a de la lumière, voilà. Mais d'aujourd'hui et de demain, c'est pareil. L'électronique représente 30% du prix de la voiture. Et même dans la machine à laver, il y a de l'électronique et des capteurs. Se cache un vaste univers technique, des microcontrôleurs, des DSP, des FPGA. Alors ce sont tous des composants électroniques qui sont utiles pour le traitement de l'information. On va avoir ensuite les protocoles de communication, des boîtiers, puisque le composant, il n'est jamais seul. Il faut l'encapsuler, le rendre robuste, fiable, le mettre aux normes, parce que pour pouvoir vendre votre capteur, il faut le mettre aux normes. L'Europe ne nous laisse pas vendre un produit s'il n'est pas marqué CE. Le marquage CE d'un produit électronique, vous l'avez sur tous les équipements que vous achetez où il y a des composants électroniques. Et il n'est pas inventé, il est apposé par le fabricant pour justifier qu'il respecte toutes les normes du produit. Et donc on se retrouve avec le problème donc, des piles, des batteries, ou de la récupération d'énergie pour faire un produit autonome, qu'on appelle ensuite un objet connecté. L'Internet des objets industriels, c'est un capteur, une connectivité. On passe par le cloud pour ensuite avoir un service rendu aux entreprises. Et donc, on retrouve sur ce transparent les mêmes informations, mais là, il est un peu plus visible. Et on retrouve ici ces grandeurs physiques que l'on mesure avec les caméras, les lidars, les radars, la géolocalisation, les capteurs de force, de température, de pression. L'objet qui est ici, avec son intelligence embarquée, va envoyer un message aux actionneurs et on va devoir faire des choix. Gaël parlait de compromis. La conception d'un capteur, c'est un ensemble de compromis, mais du début à la fin. On appelle ça les spécifications techniques d'un produit. Il y a des spécifications fonctionnelles, il y a des spécifications non fonctionnelles, et tout ça fait un ensemble pour obtenir ensuite ce qu'on appelle un capteur intelligent ou un système embarqué. Que vous dire de plus? Eh bien, pour l'industrie, on veut de la robustesse, de la fiabilité, on ne veut pas que ça tombe en panne, on veut que ce soit costaud, que ça dure dans le temps, qu'on puisse le réparer facilement et que le produit intègre de la sécurité. Eh bien, dans une entreprise, quand on va devoir commercialiser un capteur, il va falloir tenir compte de tous ces paramètres. Et comme dans l'industrie, on a souvent des environnements hostiles, eh bien, il faut faire attention aux vibrations, aux chocs, aux salissures, aux poussières, à température, humidité. Et donc, dans chaque secteur industriel, vous avez des normes que le concepteur va devoir respecter. Donc, j'ai cité ici les principales. L'aéronautique, on est à Toulouse, faire un avion, il y a plein de normes. Le ferroviaire, l'automobile, le médical, chacun sa norme. Et c'est pourquoi on a créé des métiers dans l'entreprise, le responsable qualité, qui doit vérifier que son produit, conçu par le bureau d'études, respecte les normes qui s'appliquent à lui. Donc ce sont des règles de conception, des compromis. Le bureau d'études doit faire des choix d'architecture au niveau du matériel, du logiciel. Et pour vendre, vous devez faire ce fameux marquage CE et respecter les normes. Alors, avec la guerre en Ukraine, l'Europe a mis en place de nouvelles normes sur la cybersécurité des produits. On a tous entendu parler de la cybersécurité des ordinateurs, des mails qu'on reçoit, des appels téléphoniques avec des hackers qui se font passer pour des entreprises pour vous soutirer de l'argent. Eh bien, pour éviter que la même problématique en arrive sur les produits industriels qui sont dans la nature, ils ont pour objectif d'envoyer des données, il ne faut pas qu'ils soient utilisables pour aller faire du piratage, de la malveillance. Et donc ces normes,
elles sont nombreuses et elles sont obligatoires pour pouvoir commercialiser un produit. Est-ce que c'est là que vous envoyez la petite vidéo de Philbat, qui est un de nos clients, qui a développé un capteur de mesure de fissures dans les bâtiments, les ouvrages d'art, les maisons, les ponts. Et l'objectif, c'était de rendre ce capteur utilisable facilement sans être obligé de se déplacer tous les 15 jours pour vérifier si la fissure avait grandi ou pas. Cette entreprise a démarré avec un pied à coulisses. Il fallait faire un capteur capable de mesurer. Les assurances vous disent de mettre un pied à coulisses sur le mur, de vérifier si la fissure s'agrandit. Dès qu'elle dépasse un certain niveau, un certain seuil, on considère que c'est grave. Et l'entreprise a eu l'idée de mettre en place un capteur connecté pour aller faire ces mesures. On regarde. Bon, vous avez vu ce petit boîtier gris. À l'intérieur, il y a un ressort. Si la fissure, il est fixé des deux côtés, si la fissure grandit, le ressort va bouger. Et c'est ça qu'on mesure tout simplement. Par contre, il y a une électronique, de la connectique et une batterie, une pile à 4 qui tient. Je vais vous poser une question. Ce projet d'entreprise, combien de métiers différents sont intervenus? Si on réfléchit quelques instants, on pense à électronique, il y a au moins un bureau d'études électroniques. Mais en fait, vous avez le mouliste en plastique, vous avez le mécanicien, vous avez le designer pour lui donner la forme, vous avez le fabricant de cartes. On a 10 intervenants différents qu'on a dû interfacer, les faire discuter entre eux. C'est un projet qui a duré 2 ans. Il ne faut pas croire que ça se fait très rapidement, un capteur en électronique, qui a coûté 200 000 €. Et notre rôle, accompagnement de l'innovation, c'était de travailler le cahier des charges avec l'entreprise et de consulter les différents partenaires. Monsieur Salas, une question s'il vous plaît. Est-ce que les 200 000 € que vous nous indiquez, est-ce que c'est le coût moyen de développement d'un capteur pour une entreprise, sachant que vous travaillez dans différents secteurs industriels, vous travaillez de l'idée aux produits industriels et que vous faites en sorte de maîtriser toute la chaîne de la valeur électronique? Eh bien, comme si vous deviez acheter une voiture, entre la Twingo et la Mercedes, vous avez des prix divers et variés. Vous pouvez avoir, ici, ce qui est cher, c'est le moule. 50 000 € de moule. Chaque corps de métier, c'est entre 20 et 30 000 € de développement, mise au point, réalisation de prototypes. Et comme il y en a 10, vous voyez déjà, les 200 000 €, ils sont très vite pris par l'ensemble des intervenants. Et donc, je ne peux pas répondre à votre question de manière trop précise, c'est impossible. Mais les coûts d'un capteur, en effet, c'est minimum 50 000 € pour avoir quelque chose de simple, avec un capteur, un micro, une liaison radio, et de l'autre côté, on récupère de la donnée. Et on peut avoir un capteur très simple pour un coût de conception. Les coûts d'un capteur, si vous regardez, je vais essayer de trouver un exemple simple, les capteurs d'incendie, de fumée à la maison, ça vaut 10-15 €.
chacun, on les achète en grande surface, et pourtant, dedans, il y a des capteurs de mesure de gaz, et qui envoient un signal ou une alarme qui bip. Il y a 2-3 capteurs, 2-3 composants à l'intérieur, il y a du plastique, bon, ça vaut 15 € en série, il y a les grandes séries, c'est un produit grand public. Donc voilà pour une idée de prix de production, et de prix d'étude et de conception, c'est plutôt du 50 000 € minimum. Il est vraisemblable que ce prix va augmenter dans le temps pour des questions d'approvisionnement plus onéreux de composants électroniques et de problèmes de souveraineté et d'approvisionnement de pétrole, en particulier pour les plastiques. Donc la tendance est sans doute à l'augmentation des prix de ces capteurs et donc des produits finis. On est d'accord pour le plastique. Il faut faire venir le fameux pétrole pour pouvoir produire. Dans les composants électroniques, vous avez la problématique des usines de production qui sont souvent taïwanaises, coréennes, japonaises, américaines. On a très peu de production en Europe et donc on dépend pour la microélectronique des bons vouloirs, des partenaires. Et s'il y a une crise mondiale, on s'est retrouvé en période Covid à chercher des composants partout, pénurie totale pour le marché européen. Et il y a eu quelques crises de production avec des recherches de composants qu'on n'arrivait plus à approvisionner, tout à fait. Et ça fait partie en effet des problématiques de l'industrie. Merci beaucoup, Monsieur Salas. Merci à vous. Quelques exemples concrets d'applications sectorielles, parce que on sait que les capteurs nous aident à performer, bien sûr, au niveau industriel, mais nous aident aussi à prévenir les risques, à prévenir de la dégradation, de régression, de réduction. En tout cas, vont chercher à optimiser ce que l'on traite, et que l'on soit industriel ou que l'on soit grand public, à tout niveau, le capteur est à même de mesurer, d'alerter, de protéger, de prévenir, de protéger. Et c'est ces fonctions-là qui nous intéressent dans différents secteurs d'activité. Je vous propose donc ces petits usages emblématiques qui nous permettent de réaliser qu'une montre connectée aujourd'hui peut sauver une vie, qu'un capteur de vibration peut déceler un problème sismique, qu'un capteur de sol va être essentiel en agriculture, en viticulture, et que l'intelligence aujourd'hui associée aux villes et au traitement de tous les sujets dans la ville dite intelligente va nous permettre d'optimiser les consommations et d'améliorer la vie globalement, sans compter la qualité de l'air, les capteurs de présence et la réduction de notre facture énergétique. Ça, je crois que ça parle à tout le monde. Bien évidemment, nous irons sur le médical et le biomédical, qui est un domaine dans lequel les capteurs excellent, et on prendra des exemples bien précis. Alors, le prochain slide va vous parler évidemment de ce domaine, l'intelligence santé et bien-être. Nous sommes là sur la traçabilité de la santé, la traçabilité de la mesure et du trafic, de l'optimisation et de l'aide pour ne pas se perdre dans les hôpitaux. Regardez le plan en haut à droite. Il y a aujourd'hui des plans interactifs qui permettent à tous de s'y retrouver, et en particulier d'accélérer les schémas de prise en charge, d'urgence et de prise en charge. Mais les laboratoires, en tant que les médecins eux-mêmes et les services et les départements dans leur diagnostic rapide et les capteurs biologiques qu'utilisent les médecins nous confirment que surveillance et alerte riment avec la santé de demain. Le suivi médical, les téléassistances chez nous
et en particulier chez les anciens, permettent donc les alertes, la surveillance et la prévention pour rester en santé. Et l'imagerie des photos numériques sont le quotidien de nos hôpitaux intelligents. Bien évidemment, l'Internet des objets, l'IoT, à travers les différents objets connectés de montres, de colliers ou d'autres dispositifs qui permettent un meilleur suivi. On pense en particulier aux capteurs cardiaques, tout ce qui est aujourd'hui sur le patient ou à l'intérieur, invasif à l'intérieur du corps du patient, les capteurs évidemment neurologiques et tout ce qui va permettre aujourd'hui en biologie et en médical de surveiller, d'alerter et de réduire certains taux de pression, parce qu'on est toujours sur des mesures et des taux, bien évidemment. Et dans cette industrie-là, on va trouver des choses absolument formidables. Vous en avez une photo ici, voilà, des photos ici. Je pense aux capteurs neurochirurgicaux aujourd'hui qui permettent de réduire la pression intracrânienne et de reprendre une vie normale après un traumatisme ou une pathologie de type AVC. Le prochain slide vous parlera d'un autre domaine où les capteurs excellent, c'est le transport digital. Ce slide est volontairement léger pour vous dire que le transport est de type multiple. C'est un transport soit industriel, véhicule industriel, soit un transport au quotidien dans nos véhicules ou nos deux roues, qui, pour tous ces moyens de transport, et on verra un petit peu plus tard tout ce qui est lié à l'aviation, va rimer avec sécurité. Là aussi, toujours alerte, prévention et sécurisation de l'environnement à proximité, mais aussi, et ça c'est Tesla et Google qui l'ont initié, la conduite autonome, conduite dite intelligente, qui permet grâce au capteur de se passer de chauffeur et de conduire en toute sécurité ou de permettre un transit d'un véhicule de façon autonome, car le capteur détecte non seulement la route à emprunter, mais détecte les dangers, détecte la présence d'humains sur sa route ou détecte une anomalie comme notre moteur. Pour notre moteur auto, nous allons pouvoir détecter s'il y a une panne à venir ou s'il y a un élément hors révision qui doit être changé. Et aujourd'hui, ces capteurs sont en lien évidemment avec toutes les communications LED qui s'appliquent sur tous les écrans et dispositifs visuels et par brise qui nous indiquent le résultat de la mesure et de l'alerte. Donc, qui dit transport digital dit véhicule intelligent, en tout cas cette sécurité des systèmes de navigation en temps réel qui évalue et le niveau d'encombrement et redirige la redirection instantanée du véhicule, l'amélioration de l'expérience client, utilisateur, mais aussi des navettes et l'ajustement avec des dynamiques extrêmement précises. Les navettes automatisées, ce sont celles qui fonctionnent avec des modèles de décision basés sur l'IA et qui offrent un transport plus fiable sur des courtes distances et qui réduit retard, améliore l'accessibilité et permet donc les véhicules autonomes, la gestion du trafic, la sécurité routière. Tout ça. Donc le transport a de belles heures devant lui grâce au capteur et à l'IA. Le prochain slide nous amène vers l'énergie. Qui dit capteur dit intelligence, et pour la gestion de l'énergie, il n'y a pas mieux. Pourquoi? Parce que des réseaux intelligents distribuent aujourd'hui l'électricité de manière efficace et réduisent les temps d'arrêt, améliorent
la résilience du réseau électrique lors de surtensions ou de pannes imprévues. Et puis, il y a cette adoption du solaire avec des ondulateurs intelligents qui régulent la production des panneaux solaires et qui garantissent une énergie renouvelable stable pour les maisons et les installations publiques. Alors ça parle à ceux d'entre vous qui ont fait des installations solaires sur leur maison. En fait, pensons que les capteurs en régulation d'énergie ne font en fait que répondre à la demande. C'est celle des systèmes automatisés et de l'ajustement des niveaux d'utilisation pendant les périodes de pointe ou pendant les périodes basses pour maintenir, et c'est notre demande d'utilisateur, maintenir un certain niveau de stabilité pour éviter une tension excessive de réseau. Alors, il y a toujours le stockage des batteries, bien sûr, surplus d'énergie renouvelable pour nous garantir un accès continu en cas d'urgence. Et puis, il y a cette mesure et ce suivi de consommation qui est important pour nous tous parce qu'on a certaines habitudes de consommation et puis comme on est résident, on aime pour notre habitat prendre nos propres décisions, éclairées, c'est le cas de le dire, en matière d'économie d'énergie. Donc, qui dit mesure et consommation propre, dit pilotage de notre propre, de notre propre énergie et la gestion que l'on en fait. Donc, c'est très important pour maîtriser notre habitat ou nos bureaux, nos installations entreprises. N'oublions pas que les capteurs sont à la base de tout. Nous vivons dans des villes connectées. Elles sont dites intelligentes, les fameuses smart cities. Ces villes en pleine expansion intègrent des capteurs qui vont optimiser les infrastructures, qui vont réduire l'empreinte écologique, qui vont améliorer la qualité de vie de nous-mêmes, citoyens, notre vie. Et c'est l'IoT, là aussi, qui est une révolution technologique qui va transformer toute la gestion urbaine dans différents domaines d'application. Donc, on a là les points clés, l'amélioration. Quelle est-elle? C'est celle de la mobilité, c'est celle de la réduction des embouteillages. On va optimiser à quel niveau? Service public, eau, énergie, déchets, éclairage. On va renforcer la sécurité et la surveillance, c'est important dans les villes aujourd'hui. Et puis, on va adopter une meilleure gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Et les exemples, c'est l'éclairage adaptatif. Certaines villes sont précurseurs dans ce domaine, la gestion énergétique, la sécurité et l'accès à certains services et le comptage de flux, les expériences et les objets connectés à disposition du public. Un domaine qui tient à cœur certains d'entre vous parce que vous êtes issus du monde de la campagne et du monde agricole ou de la viticulture et j'aimerais vous parler du smart farming. Pour ceux qui ont un petit potager, ça peut déjà vous parler à vous aussi, mais l'agriculture en grand format est plutôt concernée par ça. L'agriculture, c'est le deuxième marché des IoT après l'industrie en France. C'est une agriculture de précision qui est connectée avec des équipements, des accessoires intelligents et ces outils vont nous permettre de la transmission automatique de données grâce à des capteurs sans fil. Il va y avoir une analyse, il va y avoir une transmission de données et il va y avoir conseil et préconisations. Alors, évidemment, les maîtres mots, c'est mobilité, production, entretien, maintenance. Ça, c'est très, très important parce que ces capteurs de sol, ces capteurs météo, ces capteurs d'irrigation intelligents vont nous permettre une certaine surveillance de la consommation, de la pousse, évidemment, de la bonne culture au fur et à mesure de l'avancée de la saison et surveiller aussi la biodiversité, mesurer le degré de pollution, le niveau de qualité de l'air. Ces innovations vont vraiment
transformer profondément les méthodes de travail. Et ce sont des grands enjeux en France, ceux de la souveraineté, qui nous fait partir vers une agriculture plus durable, plus soutenable, mais qui reste résiliente et compétitive parce qu'elle va accélérer un certain degré d'innovation. Donc on va, par exemple, visualiser une jauge de remplissage, anticiper un temps de travail, indiquer un taux d'humidité des cultures. Alors ça, c'est l'exemple que je donne dans le slide suivant pour l'agriculture. Pour l'agriculture, taux d'humidité, rendement par mètre carré, qualité des grains récoltés, par exemple. Tout ça, c'est très important pour l'agriculture. Efficacité et rentabilité accrue. Et la viticulture voit très très bien son utilisation des capteurs pour ces contrôles qualitatifs. Donc autant en agriculture qu'en viticulture, et ça nous parle beaucoup dans le Sud. La suite va nous parler de sécurité digitale. C'est celle qui vise à protéger les systèmes, protéger les données, parce que les systèmes automatisés vont analyser en permanence l'activité du réseau, c'est le pilotage des menaces, pour identifier tout comportement suspect et prévenir efficacement toute tentative d'accès non autorisé. Ensuite, nous avons la surveillance par l'IA. Bien sûr, les caméras intelligentes qui vont détecter des schémas inhabituels, qui vont améliorer la sécurité publique et privée en respectant les exigences de la surveillance éthique et la réglementation, la fameuse compliance. L'incryption des données, c'est très important de chiffrer aujourd'hui. Nos entreprises le savent et par email, même maintenant, on chiffre l'accès simplement à l'email. C'est déjà une bonne étape avant de chiffrer le reste des données, mais protéger nos canaux de communication, protéger les informations contre les violations de données et les entrées interdites dans les infrastructures numériques. Et ça concerne beaucoup la ville, beaucoup les institutions et beaucoup nos entreprises jusqu'au TPE aujourd'hui. Tout le monde est censé se protéger contre ces incursions et nous savons que dans les prochains mois préalables à la prochaine élection présidentielle, bien évidemment, il va y avoir recrudescence de cyberpiratage. Donc, sécurité digitale, extrêmement important, et les capteurs sont là pour nous y aider parce que les systèmes biométriques vont vérifier l'identité des utilisateurs avec précision et ils vont garantir que seules les personnes autorisées peuvent interagir avec une base de données multiple. Donc, tout ce qu'on peut installer comme capteur à tout niveau, capteur pour la biométrie, sera bienvenu. Nous sommes à Toulouse. On ne peut pas finir l'application dans les secteurs d'activité, on a fait le choix évidemment, sans terminer en beauté par l'aéronautique, le spatial et la défense. Bien évidemment, votre regard est accroché par l'avion. Vous voyez là que dans l'avion, bien évidemment, contrôle de vol, cabine et cargo, contrôle cockpit, moteur, inverseur de poussée, train d'atterrissage, les capteurs sont partout et les longs cycles de développement et des coûts élevés obligent les entreprises de l'aéronautique à identifier les capteurs pour qu'ils soient stables et fiables. Pourquoi? Parce que les capteurs aériens sont des dispositifs technologiquement avancés, hein, bien sûr, utilisés pour collecter des données qui doivent être sécurisées à tout niveau. Alors, les données à partir de l'atmosphère ou de la surface terrestre depuis un avion, drone ou satellite, et ces données vont jouer un rôle crucial pour la surveillance environnementale, pour la cartographie géospatiale et pour la recherche scientifique, et pour la sécurité des passagers et du fret, bien sûr. Quand on va optimiser l'analyse des données collectées, les capteurs aériens vont donc contribuer à améliorer la précision des prévisions météo, et ça, on apprécie, surveiller les changements climatiques qui sont tous attendus par les industriels et le monde de l'agriculture et de la viticulture que je citais juste avant, mais pas que. Et puis, les solutions de mesure de force, de couple, de contraintes destinées aux applications embarquées, c'est important pour le vol lui-même, pour l'avion, pour l'appareil, pour son pilotage. Les capteurs de métrologie spatiale aérospatiale vont aider, bien sûr. Mais en tout cas,
ces capteurs fiables dans l'aviation, on va retrouver des capteurs aussi dans l'aéronautique. Et là, on va vous proposer une vidéo. L'espace, c'est le lieu idéal pour contrôler librement les émissions internationales, pour produire des rapports, bien sûr, de sécurité internationale et fournir ces données précieuses au gouvernement et au monde entier pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, de réduction de l'impact sur le réchauffement climatique. Et là-dessus, il y a une entreprise suédoise, ABB, qui est au top, qui a édité une toute petite vidéo très courte que je vous propose maintenant de visualiser. Les quelques applications que nous avions choisies pour vous montrer, le capteur est partout. Et surtout, quelle utilisation en fait-on? Encore 2 slides, si vous me le permettez, sur la gestion des données. Voici ce que je voudrais vous dire sur cette utilisation des données que l'on va récupérer des capteurs. Et là, j'encourage nos intervenants experts, chercheurs, spécialistes de la question, de compléter bien évidemment mon approche qui est néophyte en matière de capteurs et qui se veut plutôt stratégique digitale. Hein. Quand on combine plusieurs flux de données pour révéler des tendances pour une planification à long terme dans différents secteurs, eh bien, ces données captées vont être centralisées sur des plateformes et vont permettre à l'utilisateur entreprise de gérer, de partager et ensuite d'analyser. Ces données stratégiques vont permettre de modéliser. Là, évidemment, on fera appel à des modèles IA, entraînés par l'IA. Ces modèles de décision, à partir des données stratégiques collectées, ces modèles de décision vont évaluer les impacts, vont permettre à l'entreprise ou à l'institutionnel d'améliorer des infrastructures de transport, par exemple, en phase avec les besoins des utilisateurs, d'améliorer des infrastructures de gestion de l'énergie en phase avec le besoin énergétique et la mesure de la consommation d'énergie, par exemple. Voyez? Donc, ensuite, il y a cette analyse des comportements qui révèle les tendances de mobilité, des tendances d'infrastructure en lien avec les besoins. Et puis, ces ensembles de données basés sur les capteurs vont donner une illustration claire de tous les points chauds de surconsommation, d'alerte, de pollution, de surchauffe, de niveau de pression dépassé, hein, et vont créer des alertes d'intervention, vont proposer de l'intervention d'urgence ou de l'intervention ciblée, écologique, durable, consommation, etc. En fait, ceci va nous amener à simuler de façon prédictive avec des scénarios d'urgence, des scénarios de maintenance, des scénarios de traitement qui vont équiper les autorités, équiper l'entreprise, équiper l'utilisateur grand public pour se préparer à répondre efficacement à ces risques. Ces risques prévenus, c'est de la prévention des risques. Là, on est là en analyse préventive. Voilà. Donc, ça, c'était la gestion des risques stratégiques. En gestion des risques analytiques, eh bien, on peut travailler en prévision de trafic avec des modèles IA
sur des futurs schémas de congestion, par exemple, qui va permettre aux planificateurs d'exécuter des mesures préventives ou aux consommateurs de réduire sa consommation d'énergie, par exemple, hein, flux de trafic ou flux de consommation. Et puis, on va allouer des ressources particulières. Ces outils analytiques vont nous permettre d'estimer des niveaux de demande et d'assurer une distribution efficace des services. Voilà. On finit par les tendances. Hein. Là, on est sur des algorithmes démographiques qui révèlent qu'il va y avoir des modèles de consommation par zone géographique, par type de résidence, par type de transport, hein, qui va donner à l'utilisateur ou à l'entreprise ou à l'institution la possibilité d'adapter les stratégies de développement ou de prévision de consommation, de transport et tout. On pense au transport urbain par exemple. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire sur gestion de données stratégiques et analytiques. Et là, je vais poser la question à Monsieur Loubet. Est-ce que vous-même, vous interfacez avec ces données stratégiques et analytiques et vous faites le lien entre la récupération de la donnée du capteur et l'analyse de la donnée et le traitement de la donnée? Alors, il y a plusieurs choses. C'est effectivement, je rejoins mon collègue, c'est que c'est une question de. Nous, dans la recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des cas d'application, on essaie d'avoir un système qui soit de la mesure de données jusqu'au traitement. Dès le besoin qu'on a, il est prédéfini. On va pas chercher à générer de la donnée pour générer de la donnée. À titre personnel, individuel, je trouve pas ça forcément pertinent de générer pour pas grand chose. Je vais prendre juste un exemple. Le viaduc du Millau est sans doute le viaduc le plus instrumenté. Il y a énormément de mesures qui sont faites et finalement, on les utilise pas tant que ça. Ou en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'éléments très importants. Ensuite, il y a effectivement la question des modèles prédictifs, etc. Mais ça, c'est un autre métier. Moi, en tant qu'électronicien, c'est quelque chose que je ne traite pas forcément. Ce que je vais traiter, c'est le traitement embarqué. Est-ce que j'ai besoin d'envoyer toute la donnée brute, comme ça a été dit précédemment? Est-ce que c'est des indicateurs que j'ai besoin d'envoyer? Quels sont les indicateurs pertinents? Mais ça, c'est avec les spécialistes métiers sur lesquels on va se reposer. Donc, ça a été dit tout à l'heure, c'est une histoire de compromis, c'est une histoire de relation entre personnes, de différents corps de métier. Et non, à titre individuel, moi, la gestion des données, c'est pas forcément le cœur de mes activités. La parole est aux défis à relever. Les défis à relever. En fait, dans chaque secteur et chaque filière, on va avoir des besoins qui évoluent au fur et à mesure que la technologie change. Donc là, en santé, on va utiliser les fameux capteurs pour améliorer les diagnostics de maladies. Je pense à un capteur sur lequel nous avons travaillé pour le monde des dermatologues, des graines de beauté. Avec une caméra, on vient surveiller un grain de beauté, on vient regarder la taille, la couleur, la forme, la granularité, et donc c'est un travail. Nouvelle stratégie de diagnostic grâce aux capteurs. Cosmétique, on est plus sur l'analyse de la peau. L'expérience client, en effet, c'est sur cette fameuse crème qu'on peut avoir à utiliser. Et de la même manière, c'est l'analyse de la peau qui va être le facteur clé de succès dans les cosmétiques. L'intelligence au service de la qualité et la sécurité alimentaire, bon, on vient de voir dans le monde agricole, la surveillance de la qualité de l'eau, de l'arrosage à bon escient, quand la plante a soif, il faut lui donner à boire et pas n'importe quand, la surveillance des engrais, des produits phytosanitaires, donc tout ça, ça fait partie de notre alimentation et donc des capteurs qui sont utilisés dans le monde agricole. Je viens de dire 2 mots de la maintenance prédictive dans l'industrie, qui est le sujet phare. Quand on est une usine de production, on ne veut pas arrêter la production pour faire de la maintenance, changer des joints, surveiller. On veut éviter les temps d'arrêt de machines, les temps d'arrêt de production. Et donc, on fait ça avec de l'aide de capteurs et on essaye d'anticiper les problèmes pour arrêter une machine au bon moment, quand les gens sont en congé, par exemple. Et donc, c'est un gros sujet pour l'industrie, la maintenance prédictive, et éviter les pannes ou les anticiper autant que faire se peut. La sécurité, le combat
autonome, intelligent. Alors, si on parle du soldat, il est truffé de capteurs également quand il est sur le terrain, avec la vision nocturne, avec des robots qui viennent aider. Et si on parle d'intelligence dans la sécurité nationale, ça peut être les caméras qui font de la reconnaissance faciale. Il y a des normes, c'est interdit, mais on peut les utiliser. Les Américains le font. Bon, voilà. Et tout ça, ça se met en place, ça se discute, mais ce sont des défis pour chaque secteur. On va améliorer les choses et le monde est de plus en plus truffé de capteurs. Et je dirais, j'ai entendu ça dans une conférence du syndicat Axiel, l'électronique et les capteurs, c'est comme le sel dans la mer. On ne le voit pas, mais il y en a partout. C'est pas mal. Et c'est pareil pour les capteurs. Il faut imaginer la mer, le sel, et ben, les capteurs, il y en a partout, on ne le voit pas. Voilà ce que je peux dire sur ce transparent. Très bien. Merci, Monsieur Salas. Nous aimerions rajouter, compléter en disant que ce qui est incontournable en 2026, bien sûr, c'est la recherche de fiabilité, de cybersécurité, toujours de protection des données, mais aussi une certaine acceptabilité sociale du capteur, hein, parce que Big Brother, les gens se sentent surveillés, bien évidemment, et puis l'impact environnemental, évidemment. Oui, je suis d'accord avec vous. Et je dirais même qu'on a écouté suffisamment de polémiques sur le capteur que vous avez tous à la maison, que vous n'avez pas acheté, mais vous l'avez quand même. Le compteur Linky. Oui. Il vous surveille si vous allumez la télé ou pas, si vous avez un congélateur ou pas, et donc vous recevez avec des applications la consommation d'énergie chez vous et vous n'avez rien demandé à personne. Pourtant, on a tous des compteurs Linky. Et donc, cette acceptabilité, mais ça fait partie des sujets qu'on peut aborder. Oui, ben, je pense que c'est Marc qui nous parlera de ça tout à l'heure. Voilà. On n'oublie pas évidemment la notion de régulation et d'éthique, de compliance évidemment, avec RGPD, le consentement, la transparence, tout ça. Quand on parle de données, dans le domaine de la santé en particulier, il y a toujours des données associées à un malade. Et donc, le RGPD, c'est un peu la protection de ces données médicales personnelles pour ne pas qu'elles ne servent pas à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été générées. Et donc, c'est l'Europe qui a mis en place ce règlement de la protection des données qui, parfois, peut être contourné par les gens qui sont malveillants. Voilà. Oui, je sais. Le prochain slide va parler d'IoT et sur ces défis très importants de l'IoT, évidemment, nous pensons à cette notion d'hypersensibilité. On est aujourd'hui dans un monde hypersensible où tout peut être mesuré, mais tout doit être responsable. Hein. C'est une responsable humaine et sélective. Tous les sujets, en effet, liés aux objets connectés doivent être respectueux de la personne, doivent être en phase avec les normes qui gouvernent toutes ces entreprises. Et la R&D est permanente. Moi, j'ai parlé de piles batteries et Gaël nous dit il y a beaucoup de sujets où on essaye d'éviter les piles, les batteries, quand on peut avoir de l'énergie gratuite par vibration, par l'énergie solaire. Donc la recherche travaille sur tous ces thèmes pour éviter justement d'avoir trop de déchets de batteries lithium dans les poubelles. Et l'IoT, on a ici les 6 thèmes sur lesquels l'industrie travaille. La connectivité, l'interopérabilité des capteurs, parce que chacun fait un protocole de communication et on n'est pas capable de faire un produit qui tombe en panne, on en prend un autre, il va continuer de fonctionner dans une chaîne de mesure, ça marche pas comme ça. On est pieds et poings liés avec un fabricant, la recyclabilité c'est un thème et l'interopérabilité des objets sur lequel il y a beaucoup de réflexions. La cybersécurité, forcément,
on l'a dit, il y a les normes qui arrivent et on veut éviter que les hackers fassent de nos produits des objets de malveillance et la confidentialité des données. Bon, mais ce sont des sujets sur lesquels on travaille Bon, ça peut faire l'objet de plusieurs conférences, hein, c'est évident. Bon, très bien. Merci, Monsieur Salas. Je crois que vous allez avoir la possibilité de continuer à nous parler sur tout ce qui est tendance et les technologies émergentes, évidemment. Alors, on peut dire, je ne sais pas si c'est utile d'essayer de ranger les capteurs dans des catégories, mais tous les capteurs ne sont pas connectés, par exemple. On peut avoir des capteurs, une électronique de base filaire, et il n'y a pas de connectivité. Il n'est pas connecté à Internet. Pourtant, il existe, il est là. Donc, l'IoT, c'est une famille de capteurs qui sont connectés à Internet. Quand on dit capteur intelligent, forcément, le capteur tout seul n'existe pas. On fait une mesure physique d'un paramètre. On veut en faire quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure d'une information. Il faut une information. Le capteur seul, il fait de sa mesure, mais c'est l'application qui va derrière qui va être intéressante. Et on dit capteur intelligent, oui, l'IA amène toute une réflexion avec de nouvelles applications qui sont possibles, une nouvelle génération de capteurs avec de l'IA, et le futur, c'est l'IoT plus l'IA. C'est les deux technologies qui vont fusionner et proposer de nouveautés. Les capteurs portables, oui, il y a des capteurs qui sont portables sur le corps, mesure des paramètres physiologiques pour la santé. Les montres connectées aujourd'hui, mesure votre rythme cardiaque, vous êtes en capacité d'avoir le nombre de pas que vous faites si vous avez un smartphone, donc tout ça c'est portable. Mais est-ce qu'il faut différencier du capteur intelligent? Je suis pas sûr. Les capteurs biométriques pour la sécurité et l'authentification, bon, mais les empreintes digitales, voilà, c'est toujours pour la sécurité. Les capteurs de mesure de l'iris, on voit fiction, mais ça existe en fait. Donc c'est des capteurs de paramètres biologiques ou biométriques. Les capteurs avec de l'IA, je viens d'en parler. Capteurs et réalité augmentée, en fait on va utiliser la technologie des capteurs pour avoir le monde virtuel qui s'associe au monde réel avec des lunettes, avec des casques. Et donc on fusionne la réalité, tout ce qui peut être ajouté virtuellement. Et donc, c'est une autre technologie, on va dire, des capteurs émergents, certes, mais c'est tellement vaste qu'il y a des sujets divers et variés. La catégorie 7, le capteur avec la 5G, en fait, pour moi, c'est le capteur IoT ou intelligent, puisque la 5G, c'est qu'une technologie supplémentaire pour la transmission de données en temps réel, sans latence, à longue portée. Et donc, tout ce qui est caméra qui veut filmer un événement et y mettre un peu d'intelligence avec de l'IA, utilisera la 5G. Aujourd'hui, on est plutôt sur la 4G ou d'autres technologies, mais en effet, il y aura des capteurs demain qui vont se développer, qui ont de nouvelles fonctions grâce à la 5G, qui n'existe pas aujourd'hui. On le voit avec les opérations à distance, des chirurgies par exemple. Oui, il y a des chirurgiens à distance qui ont réussi à opérer des malades à quelques centaines de kilomètres et y passer par une liaison 5G. Voilà. Absolument. Donc voilà des technologies, en effet, l'émergence, mais la R&D travaille beaucoup et je pense que dans la voiture, dans l'avion, dans l'industrie, on n'est pas prêt d'arrêter l'utilisation des capteurs. Un capteur, c'est de l'électronique connectée et de l'intelligence embarquée, donc une application, un logiciel. Alors c'est simple, on part des spécifications, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la nouveauté que l'on veut apporter au marché. On va écrire des spécifications et un cahier des charges pour le matériel. On va y ajouter le logiciel, le firmware, aujourd'hui beaucoup de l'IA. On aborde systématiquement la cybersécurité puisque les normes nous l'imposent.
Votre produit électronique, il est encapsulé, il a un boîtier plastique, donc il y a des références à de la mécanique ou à du design Il faut le mettre aux normes, il faut le fabriquer en série à faible coût, il faut le certifier parce que sinon vous ne pouvez pas le vendre. Et donc une entreprise qui se lance dans le développement d'un capteur, elle doit travailler avec tous ses corps de métier. Le hardware, le software, la cyber, la mécale, la plasturgie, la mise aux normes, la fabrication. Et c'est pas facile pour une start-up. C'est une belle aventure qui lui coûte cher. De travailler tous ces métiers. Voilà un slide pour préciser que c'est des compromis, c'est beaucoup de métiers. Et que si on est accompagné, c'est le job que j'ai, c'est plus facile. Voilà, pour une entreprise. Là, je vous ai un petit slide pour montrer un petit peu le chemin, puisque le capteur, il sert à capter la data. Alors, on va passer tous les points, mais voilà, tous les thèmes qu'on vient de voir ensemble. La flèche bleue vers la droite, il va transmettre une information. On va l'analyser, l'exploiter. On va en faire une information affichable. Ensuite, sur un ordinateur, sur un téléphone, un SMS. Et voilà le parcours. On capte des datas, on les transmet, on les analyse et on donne une information utile. Qui entraîne une décision quelque part. Pardon ? Qui entraîne une décision quelque part. Oui, c'est une aide à la décision. Mais souvent, l'IA, on dit c'est quoi l'IA ? C'est des probabilités. Oui. Quelle est la probabilité que j'ai la chance d'avoir tel événement ? L'IA répond à ces questions. Et donc, voilà le parcours de la data qui part du capteur composant physique jusqu'à avoir une information et agir pour en faire quelque chose. Merci beaucoup, M. Salas. Merci à vous.